Ça sera mieux. J'ai la tâche la plus dure. Pas interdit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Les agriculteurs sont-ils de gros réacs? Ben, j'allais trouver justement. Ils sont sur ce plateau, on va pouvoir en parler. Alors pas seulement, Rémi Dumery, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Un gros réac? Je sais pas, un réac, mais j'ai l'impression qu'on voudrait nous voir réac. Bon, on en parlera. Il y aura des arguments. Grégoire de Laroussière, agriculteur dans le sud, au soleil. Le pays des réacs. On aura l'occasion d'en parler. Eddy Fougier, bonjour. Bonjour. Alors, on compte sur vous pour amener du fond, du corpus, de la réflexion. Vous êtes politologue et on va prendre un peu du recul sur la capacité des agriculteurs à évoluer. C'est ça la vraie question derrière. Mais juste avant, il y a un intrus, Éric Foguet. Il est président de l'association du Rire Gras. Ça n'a aucun rapport avec le sujet. Il a insisté pour être présent. Si, Jean-Paul. Alors, si, c'est Jean-Paul. quoi le Rire J'ai Gras? 100% de réac, moi, dans l'association. C'est ça le Rire Gras? Bah, le rire gras, c'est quoi? On veut rire de tout, si tu veux. Nos principes, on avait une Bible, hein, on jure devant la Bible avec 3 verres de vin sur les brèves de comptoir. Hein, Goriot, si tu nous retrouves. Forcément le numéro 1. Le numéro 2, bon, c'est un peu comme les évangiles, ça, il faut faire gaffe. Mais non, les brèves de comptoir nous ont inspirés pour ce rire gras. Et ce rire gras, on le retrouvait dans tous les cafés de quartier, dans tous les cafés de village. Et finalement, c'était un peu comme le chant du coq. Tu vois, quand d'un seul coup, ça vient du vent, tu vois, ça, il vient à peu près au nombril, il va monter. Communicatif. Il faudrait peut-être passer au fond maintenant, non? Et Depardieu nous a donné aussi le symbole du rire gras. Le rire gras, c'est de l'énergie, mais même pas à 100%, c'est 1000% d'énergie, Jean-Paul, le rire Et gras. on peut adhérer à l'association, il faut quoi? Bah, faut avoir envie de manger, faut avoir envie de boire, faut avoir envie d'aimer les autres, bien évidemment. Et puis je dirais, dans le cadre d'un salon de l'agriculture, faut avoir envie d'aimer nos agriculteurs et nos agricultrices. Surtout les agricultrices. Mais je veux dire, au-delà de ça, je me blague, je force, mais le rire gras, il est là. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va prendre à défaut, on va prendre un miroir, un parallèle, et finalement, voilà, on va exulter tous nos travers, et on va juste pas se prendre au sérieux et prendre un très très bon moment, surtout. Bon, Eric, il ne faut pas rire parce que vous avez un job Moi, j'ai du là-bas. boulot, Hein. Vous avez ouais. du boulot, il faut travailler. Ça Et, nourrit pas l'association. Comment? Ça nourrit pas son nom, mais l'association. Si, parce que ça nourrit l'esprit et c'est 50% avec l'estomac. Bon, merci Eric d'être Merci Jean-Paul en venu tout ici. cas, et les réacs, allez à vous. Bon, alors les agriculteurs sont-ils de gros réacs? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Moi, j'ai quand même l'impression que les agriculteurs, ils freinent un peu. Ils sont tout le temps un pied sur le frein et puis ils évoluent après. Vrai ou faux, Grégoire? On commence par moi, on commence par le fond. Non, je pense que c'est faux. Mais si. Ils ont freiné sur l'environnement dans les années 90. Ils ont dit circuler, il n'y a rien à voir. Nous, on fait tout très Ah bien. oui, dans les années il y a pas de 90, problème. mais là, moi j'étais pas né quasiment. Là, moi, on est en 2019, je pense que le monde agricole est quand même... regarde devant maintenant. Je vais prendre un exemple. Les éleveurs ont déclaré cette semaine ici dans le cadre du salon qu'il fallait être flexitarien. Jusqu'à présent, ils disaient non, mais il n'y a pas de raison de diminuer la consommation de viande. Flexitarien, on diminue progressivement. Ils ont dit qu'il faut consommer mieux la viande, donc acceptons de baisser. Ils ont évolué d'un seul coup. Ça n'a pas été progressif. Mais donc, ils sont plus réacs en fait. Bon, alors, Rémi. Je crois qu'il y a une notion de perception des choses qui est un peu décalée. C'est-à-dire qu'on voit toujours l'agriculteur encore avec son cheval, en train de faire des choses de l'ancien temps, et puis un seul coup on le retrouve dans un tracteur avec du RTK en autoguidage. Et donc c'est ça qu'on a l'impression qu'ils ont pas évolué. Mais moi j'ai l'impression d'évoluer aussi vite, même peut-être en parlant un peu de moi, un peu plus vite que la société. Mais après c'est la perception des gens. Hein. Et quand on demande aux consommateurs comment on trouve les agriculteurs un peu réacs, bah oui, parce qu'on demande toujours des subventions, on demande toujours des choses qui paraissent du passé ou de la tradition des terroirs. C'est ça qui nous rend peut-être réacs. Mais finalement, on est hyper moderne. On a un métier qui est hyper moderne. Et peut-être qu'on a laissé trop de temps à pas expliquer comment on évoluait, et que finalement on est tellement moderne qu'on a peut-être des solutions pour le 21e siècle que le consommateur n'a peut-être pas perçu.
Grégoire. Mais en fait, Rémi, t'as carrément raison. En fait, ce qui est réac, c'est plutôt cette vision qu'ils ont de nous, quoi. Tout simplement, c'est vrai qu'on a grandi vite. Mais quoi. là, vous êtes en train de démontrer que vous êtes totalement autiste là-dessus. La vision qu'ont les autres. Vous devez répondre à un marché, vous adapter à la demande du consommateur. S'il y a des véganes, vous devez produire des produits qui correspondent aux véganes. Alors là, on parle de réac, là, par contre. Eddy Fougier. Non, mais ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est qu'il y a 2 ans, je crois, le Paris Match avait fait un dossier sur ce qu'ils appelaient les nouveaux paysans, en mettant en photo un agriculteur qui pousse une charrue avec en arrière-plan une femme qui a une faux. Donc, où est le réac, où est le nouveau? Enfin bon, c'est toujours compliqué. Alors sur le fond, quand on regarde la société française depuis des décennies, qu'est-ce qui se passe? Il y a effectivement beaucoup de réticence à faire bouger les choses. Les élites s'en plaignent suffisamment. Et d'un coup, ça bouge. Regardez les gilets jaunes, effectivement, on a l'impression que la société est bloquée et d'un coup, ça se débloque. Et on a le sentiment également que c'est un peu la même chose pour les agriculteurs. Si on sort des véganes, des phytos et autres, on se retourne vers les années 50. Dans les années 50, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait une modernisation de l'agriculture, mais il y avait beaucoup d'agriculteurs qui étaient vent debout contre cette modernisation. À l'époque, quand il y a eu les premières innovations défendues par le pouvoir gaulliste, la FNSEA était contre. Et puis petit à petit, notamment sous l'influence des Jacques, les jeunesses agricoles catholiques, il y a eu effectivement un certain nombre de jeunes, c'était un effet générationnel, qui ont poussé avec les instituts techniques, avec un certain nombre de filières qui ont poussé à l'innovation. Donc je pense que comme dans tout processus d'innovation, il y a un certain nombre d'individus qui sont sur des acquis qui n'ont pas envie nécessairement de remettre en cause. Et puis, les innovateurs sont des minorités actives qui font bouger les choses. Et c'est comme ça dans tous les secteurs d'activité. Et je dirais c'est comme ça dans la société française. Donc, ils ne sont pas plus réacs que les autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas le fait aussi que le monde agricole est certainement le monde le plus structuré, avec des organismes, des instituts, des coopératives qui souvent freinent un peu à l'évolution? Enfin, je ne sais pas s'il freine, il bouge un petit peu aussi, hein. Mais évidemment, quand c'est très organisé, quand on veut une nouvelle organisation, c'est difficile de passer d'un système à l'autre. Quand on a un système pyramidal et puis qu'on voudrait passer à un système plus réseau, évidemment, il y a des gens qui vont se retrouver un petit peu en marge et puis d'autres qui vont apparaître. Et c'est ce qu'on appelle une révolution, en fait, hein. Et ce qu'on vit aujourd'hui et qui peut paraître un peu réac, c'est la révolution numérique qui est en train de bouger plein de choses. Et on a l'impression pour certains que ça ne va pas encore assez vite et pour d'autres que c'est encore très dangereux de le faire, hein. C'est ça qui est un peu le décalage. Alors moi j'ai fait ça doit faire 7-8 ans, j'ai fait la une du Monde avec ma chemise à carreaux. Celle-là? Ouais. Non, une autre, parce que depuis, je les use un petit peu. Et on m'avait demandé de jeter de la paille. Mais c'était pour une lune du monde. Et en fait, c'était pour rassurer les gens, mais pour montrer aussi qu'on était un peu moderne. Mais quand on ouvrait le journal, on s'apercevait que la modernitude, pour reprendre une expression connue, elle était un peu, non pas dans l'agriculture, mais un peu dans le jardinage quand même, hein. Quand on nous demande de faire des choses, il y a quand même un décalage entre la réalité de l'agriculture, c'est-à-dire de la production, les filières, nourrir le monde, mais aussi faire autre chose, faire du paysage, faire de l'énergie, hein, que par rapport à la demande qui est essentiellement liée à l'alimentation et peut-être à l'alimentation d'autrefois, et essayer de retrouver des produits que finalement les gens achètent peu. Eddy. Si on est un peu provocateur, on peut dire que ce n'est pas nécessairement les agriculteurs qui sont les plus réacs, mais peut-être les consommateurs aujourd'hui. Parce qu'effectivement, l'image qui peut se faire de l'agriculture, c'est Martine à la ferme, les poules qui picorent dans le pré, la chemise à carreaux. Il suffit de mettre sur une enseigne fait comme avant, fait maison, grand-mère, etc. et ça marche. Et ça marche. Donc, c'est pour ça que je dirais tout le monde est un peu réac aujourd'hui, et parce qu'on n'arrive pas à se projeter dans un avenir qui est censé être radieux et qui ne l'est plus du tout aux yeux de beaucoup de gens, y compris aux yeux des jeunes. Donc c'est ça qui est assez étonnant aujourd'hui. Donc c'est pas uniquement, encore une fois, un fait agricole.
Grégoire. Complètement, c'est ce que j'essaie d'évoquer tout à l'heure. C'est vrai que le paradoxe le plus énorme, c'est que je connais pas moi qui suis né à Paris, qui suis citadin à l'origine, qui est devenu agriculteur. C'est le seul domaine que je connais qui s'est autant remis en question et autant parti en avant ces 20 dernières années. Et paradoxalement, c'est en face que l'image, elle, ne bouge pas. Elle reste fixée sur les années 60, les années 50, les années 40. Et je pense que les réacs sont pas ceux qu'on croit, en fait, tout simplement. On va pas s'en tirer comme ça. Prenons le cas de l'agriculture sous couvert. Qui en fait? Vous en faites ou pas? Bah moi j'essaye un peu, je fais des trucs. Ouais. Prenons ce cas précis. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air du futur. Ça a l'air de résoudre un certain nombre de problèmes. C'est compliqué peut-être à court terme, mais si on le travaille bien, on devrait y arriver. L'agriculture sous couvert, c'est les structures qui ont freiné. Ce sont des agriculteurs en solo qui sont regroupés autour peut-être d'un Frédéric Thomas, etc. Et on sent qu'aujourd'hui, c'est en train d'émerger. Et les instituts techniques, etc., se sont greffés, mais n'ont pas été promoteurs. Est-ce que, justement, tout ce qui est institut, tout ce qui est organisme paragricole ne freine pas aussi l'évolution? L'agriculture de conservation, si on en parle aussi, elle était assez développée par des Français, mais pas en France. C'est ça le problème. C'était développé essentiellement par des gens de l'ESIRAD pour trouver des solutions dans le tiers-monde. Exactement. Ouais. Et pendant que l'INRA, elle, peut-être nous orienter vers une agriculture un peu environnementaliste, mais qui répondait peut-être pas à des moyens de production. C'était un peu ça le dilemme. Mais moi, je prends un autre exemple. L'agriculture bio, est-ce qu'elle n'est pas réac? Est-ce qu'elle n'est pas réac? On parlait de ce matin des bio qui utilisent du matériel RTK pour biner précisément, pas utiliser d'herbicides de synthèse. Les herbicides naturels, ça n'existe pas de toute façon. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui mettre sur un paquet de pâtes bio biné par un robot? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est pas réac quelque part? Oui, c'est vrai, mais attention, c'est pareil pour le bio, on a freiné énormément et on a senti qu'à un moment donné, il fallait accélérer. Mais pendant très longtemps, les agriculteurs ont dit oui, les bio, c'est bidnique, etc. Ouais, bon, en fait, je pense que plus que réac, c'est très français. On a une résistance au changement qui est quand même... qui est en partie due en effet déjà à l'organisation pyramidale de l'organisation, mais en fait c'est très français, c'est le doute avant de partir vers l'avant. Mais en l'occurrence, dans le monde agricole, je trouve qu'il y a vraiment... Il y a des super beaux horizons qui ont été ouverts depuis quelques années. Et c'est vrai qu'il y a eu une période de flottement. En fait, on passe d'un âge à un autre. Il y a toujours cette période de flottement, de transition, mais que je trouve, somme toute, bien français. On est réac à tout en France, quoi. Et puis c'est vrai que ce qui est bien français, c'est attendre vraiment qu'on soit tombé trop bas pour pouvoir bien rebondir. On ne sait pas faire des transitions en douceur. On va rebondir très haut dans ces cas-là. Et ce qui est très français aussi, c'est le côté binaire. C'est-à-dire bio versus conventionnel, moderne versus à l'ancienne, etc., etc. Et donc je pense que ce qui est réac, sans doute, c'est de rester coincé dans ces débats de modèles sans fin, alors qu'on a besoin de toutes les agricultures, parce qu'il y a une diversité de plus en plus grande dans les besoins et dans les demandes des consommateurs. Donc je pense que c'est ça qui est moderne. Mais les gars, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Le glyphosate, quand on interviewe Frédéric Thomas, on a fait 3 questions qui tuent à Frédéric Thomas. Et la première question, c'est est-ce que... Donc c'est le pape, j'explique un peu, c'est le pape de voilà, l'agriculture, conservation des sols. C'est la GPB qui dit attention, si on supprime le glyphosate, on n'arrivera pas à faire de l'agriculture, conservation des sols. Frédéric Thomas dit bon, ça va être un petit peu compliqué, mais on sait faire, on y arrivera. Enfin, il ne faut pas paniquer, on va y arriver. Et c'est vrai que là, on sent qu'on freine énormément, et puis qu'à un moment donné, il y aura des alternatives, et on laissera partir. On a l'impression qu'on va jusqu'au dernier moment essayer de se protéger, alors que des fois, il faut être proactif. Ouais, enfin, c'est un dossier un peu merdeux quand même, le glyphosate au départ. Mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est que... Ah, j'ai perdu le fil. C'est dommage. Là, ça avait l'air bien. Là, je savonne. Non, mais... le glyphosate. Juste pour dire que, évidemment, on va trouver des solutions. Quand j'écoute Jadot, qui dit que je mets du glyphosate le matin, le midi et le soir, alors que je suis un utilisateur moyen qui l'utilise 2 heures par an, il y a quand même un décalage entre ce qui peut être réac et pas réac, quoi. Hein? Mais ça veut dire qu'il n'y connaît rien. Enfin, c'est différent. Évidemment, et qu'on joue sur la peur, et que finalement l'agriculture conventionnelle ne veut absolument pas bouger,
et veut être réac et pas bouger. Mais en fait, on bouge en permanence. L'agriculture de conservation, évidemment, on peut passer du jour au lendemain, vendre tout son parc matériel, investir dans le matériel, puis s'apercevoir que finalement, dans le type de sol qu'on est, dans les terroirs qu'on est, c'est difficile de trouver la technique tout de suite. C'est pour ça qu'il y a besoin de transition. Et puis, c'est le rythme agricole. Le rythme agricole, c'est une fois par an qu'on récolte. Hein. Donc, moi, je vais faire 45 campagnes dans ma vie professionnelle. Donc, j'ai 45 chances de me tromper et de réussir. Donc, finalement, j'ai pas tant de chances que ça par rapport à un industriel. Ça veut dire que les cycles sont pas courts, c'est ça, par rapport à un industriel qui peut tester et retester. Quand un commerçant fait ses balances tous les mois, il peut savoir s'il garde son magasin, s'il le redéveloppe ou il ferme. Hein. Ouais, je pense que c'est vraiment en effet le gros point peut-être qui différencie. On a un rapport au temps complètement différent en agriculture. On a un hiver, un printemps, un été, un automne. Et c'est vrai que dans un monde où tu tweets 150 fois par jour, il y a un décalage. Oui, mais exactement, le monde s'accélère au fur et à mesure que les ordinateurs nous prennent en charge au travers du transfert d'informations qui se fait de façon plus rapide. Aujourd'hui, on le voit avec les Gilets jaunes, enfin, le pouvoir de Facebook d'associer des gens d'extrême droite, d'extrême gauche, d'être ensemble. Et puis aussi, c'est le monde, tu vois, qui est réac, parce que finalement l'agriculture, tu vois, te remet dans l'espace-temps, te permet de vivre au rythme de la nature, finalement ce que les gens cherchent. Ce qui est réac, c'est tout simplement d'aller trop vite, quoi, de vouloir échapper au temps. Pas sûr. Sauf qu'avec le changement climatique qu'on ressent quand même, hein, on est un peu perdu sur des référentiels où on avait des saisons et des choses comme ça. Donc pourquoi pas passer à 3 cultures en 2 ans, pourquoi pas faire des associations de couverts, des associations de culture. Tout ça en fait, nous ouvre des portes. Exactement. Pour être moins réac finalement. Mais l'association de culture, c'est quand même, on sent qu'on va vers cela de façon très massive. Il y a 5 ans, on disait que c'était pas possible. Récolter, dis-le Rémi. Oui. Alors, le truc qui bloque, je crois vraiment par rapport à l'agriculture, c'est qu'on considère l'agriculture dans notre pays comme la source alimentaire seule et unique. Quand on commence à faire des associations de culture, quand on commence à capter du soleil en permanence, à faire de la biomasse, il faut accepter que tout ça, ça peut être aussi de l'énergie, parce que l'enjeu énergétique et la transition énergétique est essentiel aussi pour le futur. Donc, ne montrer que l'agriculture qu'à travers l'alimentation, je crois que c'est là la voie sans issue. Mais pour aller un peu plus loin, parce que tu n'as pas été au bout quand même, là, c'est ça qui est... Il faut... Et tu réac. Ouais, il faut que tu réagisses. Surtout que tu connais bien l'association des cultures, donc c'est-à-dire de fait de mélanger 2 variétés de blé, ou 3 ou 4, etc. Les coopératives, les négoces, il y a 3 ans, ils disaient, c'était impossible. C'est un bel exemple. C'est un exemple qui montre qu'en fonction des terroirs, c'est des choses qui marchent. Alors, par exemple, si je prends le Loiret, vous êtes à l'est du Loiret, vous avez intérêt presque à mélanger des variétés et à faire des associations de culture aussi différentes, parce que en fait les filières ne sont pas les mêmes qu'à l'ouest du Loiret, où on nous demande d'avoir plutôt des variétés pures, non pas pour les mélanger après, mais pour alimenter des filières. Donc on voit bien que l'agriculture n'est pas seulement un truc uniforme. Hein. On voit bien du bio, de l'industriel, des filières, des choses comme ça. On va dans tous les sens. Et la vraie réponse, c'est qu'en fait, on n'a plus une agriculture avec un modèle. Ça n'existe plus. Je suis vice-président d'un centre de gestion. On est incapable de dire quel est le bon modèle qui fonctionne aujourd'hui. Quelle est la bonne surface qu'il faut avoir. Quelles sont les productions qui changent comme ça. Ce qui compte, en fait, c'est le chef d'entreprise qui s'adapte au mieux ses charges par rapport au terroir et à ses conditions d'exploitation. Grégoire. Ouais, c'est super important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une agriculture plurielle, je veux dire, qui peut être moderne, qui peut être traditionnelle, qui est à tous les niveaux. On voit tout simplement aujourd'hui, là, ne serait-ce que voilà, les décalages au niveau du climat, rien qu'entre le nord et le sud de la France. Là, on parlait de couverts. Chez Rémis, ça me paraît plus facile. Ils sèment des couverts, ça lève. Nous, après les moissons, on a généralement des périodes de sécheresse de 3 mois. Donc tu peux semer autant de graines de couverts pour limiter l'érosion que tu veux. Il n'y a rien qui poussera avant le mois de novembre. Ce qui sert strictement à rien, parce qu'au mois de novembre, on commencera déjà à semer les cultures pour l'année suivante. Si tu laisses un couvert, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a rien qui pousse, nous, après. Cette année, il n'y a rien poussé, non, même chez moi. Même chez moi. Mais une luzerne. Et puis j'ai été super réac par exemple, à pas irriguer mes couverts. Parce que finalement, c'est peut-être un peu interdit. Hein. On ne sait pas trop par rapport à la réglementation. Mais c'est vrai qu'il y a des positions qu'on doit changer. Et être réac,
Alors, en France, on a un truc qui nous rend réac aussi, qui nous bloque un peu dans la souplesse, c'est évidemment la réglementation. Hein. Et on accueille Alain Vidal, qui est un viticulteur réac. Réactif, ah, très bon, il est très fort là. Parce que Bonjour, messieurs. et Bonjour qui est Jean-Paul. venu avec sa bouteille de vin, je la montre, du Château du Brau. N'est-ce pas? Alors, Château du Brau, ça vient d'où? Eh bien, ça vient de Bordeaux, à Blaye-Côte de Bordeaux, au nord de Bordeaux, voilà. Et ça, c'est le millésime 2016, un très beau millésime. À déguster avec modération, mais voilà. Ah, ça y est, la précaution, ça c'est à cause de la loi E20, c'est ça? On est là pour parler plaisir et convivialité. Je crois que c'est le thème du salon. Bon, on va le mettre là. Alain, tu rentres dans un débat où on parle de est-ce que les agriculteurs sont réacs? C'est-à-dire, est-ce que les agriculteurs ont tendance à freiner, toujours, pour rester au maximum sur leurs acquis ou sur des techniques du passé avant d'accélérer? On prenait le cas du glyphosate, par exemple. Est-ce qu'il ne faut pas de suite dire le glyphosate c'est fini, il faut aller à autre chose? On prenait le cas du respect de l'environnement. Pendant les années 90, on a freiné avant d'accélérer après. Est-ce qu'on est toujours un pied sur le frein, un pied sur l'accélérateur? Je réitère ma boutade, à savoir que les agriculteurs, ça, nous sommes particulièrement réactifs. Il y a 12 000 ans, nous étions dans la forêt et on a inventé l'agriculture et l'élevage et on a nourri la population. Après la guerre de 1945, la France n'était pas autosuffisante. Les agriculteurs avec leurs partenaires ont rendu la France autosuffisante et excédentaire. Évidemment, avec des excès, le balancier d'un côté. Aujourd'hui, on est à un virage, évidemment, environnemental. Ça, je pense que c'est le b.a.-ba. Je ne connais pas un agriculteur aujourd'hui qui ne se pose pas la question de ce virage et de la préoccupation environnementale. Voilà, donc c'est dans tous les esprits. Cela étant dit, ce virage, aujourd'hui, nous raisonnons en ce 21e siècle à l'échelle du smartphone. On sait instantanément ce qui se passe à l'autre bout de la Chine. Bon. Donc nous-mêmes, nos contemporains, on est inscrits dans une vitesse d'action, de réaction, de pensée qui est ultra rapide. L'agriculture, la vigne, c'est une récolte par an. Quand on gèle et qu'on grêle comme nous, on n'a pas fait une bonne récolte depuis 2 ans. Donc les modes, les nouvelles pratiques, voilà, ce soir là, j'étais avec mon ami qui est le président de Terravitis, nouveau président français de Terravitis. Bon, on en parlait. Comment s'adapter, comment être réactif et s'adapter. On ne peut pas le faire dans un claquement de doigts aussi rapidement. Non mais Alain, c'est très bien. Si on va au Royaume-Uni, chez les jeunes, entre les 15 et 25 ans, il y a 20% aujourd'hui de véganes. Tu as fait un vin pour les véganes? Eh bien, nous sortons là cette année une cuvée sans sulfite ajouté. Voilà. Alors il faut rappeler le sulfite, pourquoi on met du soufre dans le vin? On met du soufre pour la conservation, parce qu'un vin qui n'a pas de soufre conservé peut, à la rigueur, comme le 1899, se conserver, voilà, mais c'est un peu la roulette russe. Voilà. Vous interrogez tous les sommeliers, les professionnels sur les cuvées sans sulfite, tous vous diront qu'effectivement, il y a de très belles choses, mais qu'on prend un très gros risque. Nous-mêmes allons sortir cette cuvée, je vous avoue que je tremble un peu, voilà. Donc, aucun rapport avec les véganes, ça. Alors les véganes, sans additifs. Ce vin, il est issu de la fermentation naturelle du raisin, qui est une matière végétale. Voilà. Et ensuite, nous n'avons ajouté aucune matière d'origine animale. Donc, pour moi, ce vin, il est 100% d'origine végétale. Il faudrait quand même savoir où sont les levures. Est-ce que les levures relèvent du règne végétal ou du règne animal? Or, pour faire du vin jusqu'à preuve du contraire, il faut des Saccharomyces pour transformer le sucre en alcool. Alors attention, on a reçu avant-hier ici autour de cette table 2 véganes avec qui on a discuté et je leur posais la question, à partir de quel moment on considère que c'est un animal ou pas? Et la dame qu'on recevait, qui était quelqu'un de très très structuré et raisonné, nous expliquait que c'est à partir du moment où on considère donc qu'il y a un seuil de conscientisation qu'on considère que effectivement c'est un animal. Donc je lui posais la question, est-ce qu'on mangeait la viande? Non, pour les véganes bien entendu. Manger des huîtres ou déguster des huîtres, est-ce que c'est un problème ou pas pour les véganes? Non, les huîtres ne sont pas considérées comme des animaux. Donc attention, il y a quand même des seuils qui sont bien identifiés. Eddy Fougier est politologue. Il prend un peu de recul, parce que des fois on a besoin quand même un peu de recul. Eddy Fougier, quelque part, on a quand même l'impression que les agriculteurs, à la différence peut-être des industriels, qui font le produit qui correspond à la demande, on a l'impression que les agriculteurs jugent. Par exemple, moi, quand je fais des débats, des fois, les agriculteurs disent non, les véganes, ils nous prennent la tête, faut pas leur... moi je ne changerai rien par rapport à eux, c'est une mode, on laisse tomber, etc. Est-ce qu'il y a ce côté un peu de juger?
Je ne sais pas, moi je ne répondrai peut-être pas directement à la question. Moi je pense que c'est le positionnement par rapport au consommateur. Effectivement, la grande distribution aujourd'hui fait des produits veggie, du bio. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce qu'on pourrait appeler en front office. Les agriculteurs dans le processus de production sont plutôt en back office. C'est-à-dire ils sont dans le processus de production, mais ils ne sont pas nécessairement en prise directe avec le consommateur, sauf s'ils sont en vente directe ou s'ils sont dans des magasins de producteurs. Donc c'est ça la différence à mon avis. Et effectivement, Leclerc, pour ne pas le citer, il sent l'air du temps et si le consommateur veut du bio, il fait du bio. Même si ce n'est pas du bio tel que le consommateur ou le militant a en tête. Donc c'est parce qu'il s'adapte, il devance. Système U, quand ils ont lancé le 100, c'est eux qui ont été les premiers à lancer le 100, personne ne leur avait dit de le faire. Ils ont juste un petit peu estimé que le consommateur attendait ça. Donc je ne suis pas certain que ce soit un jugement de valeur du côté des agriculteurs, c'est leur positionnement par rapport au consommateur final la plupart du temps. Parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires avant d'être en prise directe avec le consommateur. Alain, je sais pas, tu souhaitais réagir? De quelle origine les produits bio? Vous parliez d'un grand distributeur. Est-ce qu'on sait sourcer à 100% l'origine de ces produits dits bio? À mon avis, ils s'en foutent. Ce qui compte, c'est ce qui est marqué bio. C'est ça le problème. C'est que nous, on nous demande, et à juste titre, moi je suis pour les produits bio. Le consommateur, que je suis, demande à avoir des produits d'une très haute valeur sur le plan environnemental, des produits sains, des produits bio, d'accord? Produits ici en France, à quel coût? Lorsque ce même consommateur va chez un distributeur qui a des produits dits bio, est-ce qu'on a sourcé à 100% ces produits? Bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais... Si, vas-y. Ben, d'où ils viennent ces produits? Même ici, peut-être. Est-ce que des produits qui sont élaborés, qui sont produits dans des pays de l'Est, pour ne pas les nommer, est-ce que ce sont les mêmes niveaux de contrôle, d'exigence que nous avons ici? J'en suis pas sûr. Enfin, d'après ce qu'on lit. Rémi. Alors, moi, je rebondirais aussi sur les véganes. J'ai pas trouvé un vegan qui m'explique de manière relativement rigoureuse quelle est sa motivation. Quand on interroge une dizaine... Elle est très claire, c'est pas tuer les animaux. Oui, non, mais il y en a qui font... Mais pourquoi? Pourquoi? Il y en a, c'est pour protéger l'environnement, d'autres pour sauver la planète, donc par rapport à leur alimentation. Il y a des foules de raisons. Et en fait, chacun se cache un peu sur une pseudo nouvelle religion par rapport à des habitudes par rapport à ça. Il y a pas de... C'est pas un vrai modèle, en fait, ce que je voulais dire. Ça répond pas à une chose qui est vraiment du progrès, quoi. Ouais, mais vos enfants seront peut-être véganes, peut-être que... Les miens, nous en avons 4. Ils sont pas véganes pour un sou aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est dit, mais apparemment, il y a 85% des véganes qui résistent pas au bout d'un an, quoi. C'est vrai? La plupart des véganes sont en transition parce que c'est très compliqué. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils ne résistent pas, ça veut dire qu'ils vont il y a l'aspect alimentaire et puis il y a l'aspect non alimentaire. C'est parce que le vegan, c'est aussi les produits textiles ou tous les produits parce qu'effectivement, c'est très très compliqué. Il y a des produits animaux dans un peu tous les produits. C'est ça la difficulté. Moi, j'ai deux petits-neveux qui sont tombés véganes. Je ne les ai pas rencontrés. Ils sont devenus véganes. Ils sont devenus. Non, mais ils sont tombés dedans. Ils sont tombés dedans parce qu'après, ils sont ressortis. Donc, ils sont tombés dedans. Grégoire, tous les... Non, mais pour terminer sur ce sujet-là, je pense que on est au-delà du jugement sur les végans. Je pense que chacun a ses convictions en âme et conscience. Par contre, en revanche, je pense que les agriculteurs, les éleveurs notamment, eux, se sentent vraiment jugés. Quand vous passez pour des tortionnaires, on est à la limite de rappeler les pires heures de notre histoire moderne. Là, ça va trop loin, en effet, dans le jugement. Et je pense que le réac, là aussi, pareil, est de l'autre côté, parce qu'il arrive à faire quand même des analogies avec des périodes terribles de l'histoire pour des simples éleveurs qui pratiquent un métier séculaire, quoi. Moi qui suis un gros céréalier bosseron, qui en a pris plein la gueule. Hétérosexuel et chasseur. Voilà, et qui en a pris plein la gueule pendant les années 90, irriguant avec du maïs, des choses comme ça. T'as tout pour plaire. Aujourd'hui, un éleveur, il s'est pris la même chose, mais dans une période de temps qui est vachement court, quoi. Et enfin, moi, je leur tire un peu un chapeau, parce que nous, on a mis un peu de temps à réagir, finalement, il fallait communiquer. Mais... et puis expliquer vraiment pourquoi on aimait notre métier, quoi. C'est toujours le même sondage, hein. On aime les agriculteurs. La réponse est toujours 85%, on les aime. Est-ce que vous aimez l'agriculture? Alors là, on commence à se poser des questions.
Ouais. Cela dit, les agriculteurs, il y a plein de métiers qui ne sont pas aimés. C'est pas grave, ça ne les empêche pas d'avancer. Je sais pas, les huissiers ne sont pas aimés. Enfin, ils sont utiles. Mise avant, c'est ici ou pas? Bon, allez, on pourrait continuer à en parler longtemps. Ah oui, Alain, un dernier mot? Peut-être revenir sur le sujet. Les agriculteurs sont-ils réac? Oui, alors? Est-ce qu'ils freinent, les agriculteurs? Je pense que les agriculteurs, on est d'abord des gens pragmatiques. Je veux dire, on a une obligation de résultat. Il faut sortir une production de la terre et en vivre. Parce que sinon, si on n'en vit pas, on met la clé sous la porte. Donc c'est quand même très très vite fait. Bon. Et donc pour qu'une exploitation soit rentable, soit viable, eh bien, on n'opère pas des changements à 180 degrés. Il y a des étapes. Et je pense que l'agriculture française est en train de franchir ces étapes peu à peu. Et il faut nous laisser le temps de franchir ces étapes. Bon, la réponse est non alors. C'est pas des gros réacs. Ils sont 100% réactifs. D'accord. Grégoire? Pas mieux. Eddy? Non. Moi, je me resservirai, je la ressortirai. Eh bien les gars, vous ne Réactif. remettez pas du tout en cause. Bon, on va arrêter là alors Mais dans si. ce cas-là. Oh le réac. Je plaisante. Bon allez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous d'être venus Merci. ici. Et puis merci à vous de nous avoir suivis.